Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Zone Bourse dans laquelle on va parler de valeurs refuge. Alors si vous avez une bonne mémoire, si vous me suivez depuis longtemps, vous vous souvenez peut-être que j'avais déjà fait une vidéo sur les valeurs refuge. C'était une vidéo qui avait été faite juste au tout début de la crise Covid, fin février 2020, et où donc j'avais listé les valeurs refuges les plus classiques. Et je me suis dit, avec cette deuxième crise, donc la guerre en Ukraine qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est peut-être le moment de faire un retour sur cette première vidéo que j'avais faite. Je vais reprendre les actifs que je vous avais cités à l'époque pour voir comment ils se sont comportés durant la crise Covid déjà, et puis durant cette deuxième crise, durant cette guerre en Ukraine. Alors une valeur refuge, c'est un actif qui protège en cas de crise. Donc c'est un actif qui doit avoir une performance qui est soit décorrélée des actifs classiques, c'est-à-dire qu'il ne va pas être influencé par exemple, les marchés actions, par l'immobilier, par voilà, les actifs risqués les plus standards. Il ne va pas baisser quand les marchés actions vont baisser. Ou alors, il peut même avoir une performance qui est négativement corrélée, c'est-à-dire que l'actif va monter quand les autres vont baisser, et donc agir, on peut dire, comme une assurance, en quelque sorte. Mais ça ne suffit pas pour avoir une valeur refuge, tout simplement parce qu'une valeur refuge, elle doit aussi être liquide. Parce que, par exemple, les forêts ou bien les terres agricoles sont des actifs qui sont très stables, avec des performances qui vont être décorrélées des marchés boursiers traditionnels, mais ce sont aussi des actifs qui sont très peu liquides, donc on peut ni les acheter ni les vendre rapidement ou bien facilement. Alors nous allons commencer bien sûr par la valeur refuge la plus ancienne, souvent aussi la plus connue. En tout cas, quand on pense à valeur refuge pour la plupart des gens, on va penser assez mécaniquement à l'or. L'or, c'est vrai que en tant qu'actif financier, c'est un actif qui a déçu ces derniers temps pour deux raisons. D'abord parce qu'il n'a pas joué son rôle de valeur refuge pendant la crise Covid, et puis il a aussi déçu parce qu'il n'a pas joué son rôle de couverture contre l'inflation. Après, si on regarde vraiment sur les événements récents, il a plutôt bien joué son rôle de valeur refuge lors du début de la guerre en Ukraine. Maintenant, l'autre grand classique des valeurs refuges, d'ailleurs, je vous disais, les particuliers pensent plutôt à l'or en tant que valeur refuge, mais les professionnels des marchés financiers, quand ils pensent à valeur refuge, quand ils pensent à ce qu'on appelle flight to quality, donc quand il y a des problèmes, on va vers la qualité, en général, on pense plutôt aux bons du trésor, et notamment les bons du trésor américain. Et si on compare donc ces bons du trésor américain, alors ici, pour ceux qui ont l'image, j'ai pris les bons du trésor 7 à 10 ans et que je compare donc à l'indice MSCI Monde, on se rend compte que c'est l'inverse de l'or, puisque ces bons du trésor américain ont joué leur rôle de valeur refuge pendant la crise Covid, mais pas pour la guerre en Ukraine. Ensuite, un classique aussi, bien sûr, c'est que nous avons en valeur refuge le cash, les liquidités, appelez ça comme vous voulez. Alors c'est évident, lors d'une crise quelle qu'elle soit, avoir du cash, c'est un avantage pendant la crise. Pourquoi ? Parce que déjà, votre portefeuille est moins risqué, il va moins baisser, et puis vous avez une marge de manœuvre pour profiter de l'opportunité, vous avez des liquidités qui sont déjà disponibles. Alors bien sûr, quelque chose que je suis aussi obligé de mentionner en 2022 et que je n'avais pas mentionné à l'époque en 2020, c'est qu'avec une inflation, comme on a actuellement de 5, 6 ou 7% suivant les pays, les liquidités, c'est bien, mais pas à conserver trop longtemps non plus, parce que l'inflation va très rapidement grignoter ce cash, grignoter ses liquidités. Or, une valeur refuge, un de ses premiers rôles, c'est bien sûr de pouvoir maintenir la valeur, c'est de pouvoir maintenir le pouvoir d'achat de notre patrimoine, et en période d'inflation, le cash n'est pas du tout le cas. Ensuite, nous avons, en tout cas c'est ce que j'avais mis dans les valeurs refuges à l'époque, nous avons les valeurs défensives. Donc ce sont des valeurs qui sont peu sensibles au cycle économique. Et puis à l'époque, je vous citais les secteurs de la santé, de l'agroalimentaire ou bien des télécoms. Alors ce ne sont pas des valeurs refuges au sens strict, tout simplement parce que bien sûr la corrélation avec les marchés boursiers est très élevée, ce sont des actions, donc corrélation très élevée, c'est juste que ce sont des secteurs moins cycliques, donc plus stables, moins volatiles. Alors honnêtement, ce côté moins volatile, il ne s'est pas trop vu pendant la crise du Covid. Ces différents secteurs ont baissé comme tous les autres, et l'effet buffer, l'effet tampon qu'on attendait, il n'a pas vraiment eu lieu.
Si je regarde plus récemment, lors de la crise ukrainienne, on a quand même le secteur de la santé qui s'est mieux tenu que le reste et qui, lui, a bien joué son rôle de secteur défensif et presque un rôle de valeur refuge. Si on passe maintenant du côté des devises, du côté des taux de change, alors quand on parle de devises, il faut bien comprendre que on parle de cash à nouveau, mais on parle de cash dans des devises différentes. Mais à la fin, que vous ayez, puisque c'est les devises que j'allais citer, du franc suisse ou bien du yen, qui sont les devises considérées comme des valeurs refuges, il faut bien avoir conscience que vous êtes malgré tout en cash, donc bien sûr avec tous les problèmes du cash, c'est-à-dire notamment aussi les problèmes d'inflation. Donc je vous ai cité le franc suisse et le yen. Alors le yen, c'est considéré comme une valeur refuge pour des raisons historiques, mais aussi pour des raisons techniques. Alors les raisons historiques, c'était parce qu'à la grande époque du Japon, pendant les années 80, balance commerciale excédentaire, etc., etc., les données techniques, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, comme les taux ont toujours été faibles au Japon, il y avait ce qu'on appelle du carry trade, c'est-à-dire qu'on empruntait en yens pour investir dans des actifs plus risqués dans d'autres devises. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y avait une crise, eh ben, ce carry trade diminuait, les gens sortaient des actifs risqués, donc remboursaient leurs prêts en yens, ce qui rapatriait en fait du yen et ce qui faisait monter le yen. Et puis pareil pour les Japonais, dès qu'il y avait le moindre problème dans le monde, ils avaient tendance à rapatrier, à vendre leur dollar pour acheter du yen. Donc voilà, historiquement, c'était une valeur refuge. Alors, il faut être clair, hein, c'est un trade qui ne marche plus du tout. On est sur des niveaux très faibles du yen. Alors, pour ceux qui ont le graphique sous les yeux, quand le taux dollar-yen augmente, le yen s'affaiblit. Et on voit ici que ce n'est plus du tout une valeur refuge puisqu'il est à des niveaux historiquement faibles. Si je passe maintenant au franc suisse, c'est beaucoup plus instinctif de comprendre pourquoi le franc suisse est une valeur refuge. C'est un pays qui est neutre déjà, c'est un pays qui est très stable politiquement, qui est très bien géré économiquement, avec une stabilité fiscale, ça nous change de la France. Donc voilà, ça reste clairement une valeur sûre en termes de placement financier. Et ici aussi, le graphique se lit à l'envers. Hein. Quand l'euro franc suisse baisse, le franc suisse se renforce. Et on voit que le franc suisse, cette fois-ci, a bien joué son rôle de valeur refuge lors des débuts de la guerre en Ukraine. Alors dans ma vidéo précédente, j'avais aussi parlé du Bitcoin en disant que le Bitcoin faisait ses débuts allait être testé plutôt en tant que valeur refuge. Donc moi j'étais au tout début je vous disais février 2020, hein, tout début de la crise Covid. Maintenant, avec un peu de recul, avec 2 ans de plus, on sait que le Bitcoin n'est plus du tout considéré comme une valeur refuge. C'est une valeur qu'on va appeler risk-on, parce que vous savez, on parle souvent sur les marchés de risk-on ou de risk-off. Donc soit les investisseurs recherchent du risque et du rendement et donc sont en mode risk-on, donc ils vont aller sur les actions traditionnellement, soit les investisseurs vont avoir tendance à être en risk-off et vont sortir des marchés actions pour se tourner typiquement vers les différentes valeurs refuges qu'on a citées jusqu'ici. On sait clairement maintenant que le Bitcoin, et c'est logique d'ailleurs, hein, fait partie des valeurs risk-on et n'est pas du tout une valeur refuge. Alors la conclusion de ma dernière vidéo, enfin celle d'il y a 2 ans, c'était qu'il fallait adapter les valeurs refuges qu'on voulait utiliser au risque contre lequel on voulait se protéger, parce qu'on ne se protège pas de la même manière contre une crise financière, contre une guerre mondiale ou bien contre le réchauffement climatique. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous mettre en garde contre ces valeurs refuges, parce qu'il y a 2 manières de les utiliser. Il y a une manière court terme et une manière long terme. La manière court terme, c'est quand on essaye de faire du market timing, c'est-à-dire quand on essaye de prévoir une crise, que ce soit une pandémie, une guerre, un krach boursier, peu importe. Et donc avant qu'il se passe quoi que ce soit, vous allez vendre vos actifs risqués, typiquement des actions, pour vous mettre dans des valeurs refuges. Donc a priori des valeurs moins volatiles et pour essayer d'attendre que la crise se passe en fait. Alors vous savez ce que je pense du fait de timer le marché, d'essayer de prévoir. Dans la plupart des cas, la baisse ne va pas se passer comme prévu et vous allez avoir une perte d'opportunité sur le marché. Mais bon, j'ai déjà fait pas mal de vidéos là-dessus et j'en referai d'autres, donc c'est pas trop le débat. De toute façon, si vous êtes devin, si vous arrivez à deviner le futur, vous n'êtes sûrement pas en train de regarder mes vidéos. Ou bien, vous attendez que les faits se produisent et en fait, il y en a pas mal d'entre vous qui réagissent une fois que la crise est là. Et si vous réagissez quand la crise est là, c'est trop tard, vous allez vendre vos actifs risqués, typiquement vos actions au plus bas, et puis vous allez acheter les valeurs refuges au plus haut. Donc là, on voit bien que ce n'est pas forcément la manière plus efficace. Voilà pour la manière court terme, donc vous l'avez compris, pour moi, les valeurs refuges à court terme, c'est pas terrible et c'est plutôt quelque chose à éviter. Et puis, il y a la méthode long terme. La méthode long terme, c'est d'inclure des actifs
refuges, des valeurs refuges dans son allocation d'actifs à long terme. Donc c'est souvent pour baisser la volatilité de son portefeuille, pour le diversifier au maximum. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible et qui est même très classique en fait dans l'allocation d'actifs en général. Vous avez souvent des obligations d'État pour des gens qui font de l'allocation d'actifs. Vous avez souvent des matières premières, de l'or, peu importe. Le risque ici, parce qu'il y a quand même un risque, c'est de se retrouver à long terme dans des classes d'actifs qui ne rapportent pas grand-chose. Donc typiquement des obligations d'État qui vont à peine vous rapporter quelques pourcents, voire zéro comme aujourd'hui, de l'or avec les problèmes qu'a l'or, enfin l'or qui a quand même une performance qui est relativement décevante depuis quelques années, et vous avez tout ça dans votre portefeuille juste au cas où quelque chose arrive. Donc les valeurs refuges, pour résumer, c'est bien sur le papier. Après, c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre parce que à court terme, vous l'avez vu, c'est quand même compliqué de rentrer au bon moment sur les valeurs refuges. Et puis à long terme, le risque, c'est qu'elles vont effectivement baisser la volatilité de votre portefeuille, déjà parce qu'elles ont une volatilité en soi qui est faible, et puis comme elles sont décorrélées de vos autres actifs, normalement, ça va à nouveau, il va y avoir un double effet en fait sur la volatilité de votre portefeuille. Mais le risque, comme je le disais, c'est que ça baisse globalement votre rentabilité, en fait la rentabilité de votre portefeuille, et plus vous avez un investissement court terme, plus il est important de mettre ces valeurs refuges, d'en avoir un petit peu dans votre portefeuille, et plus vous avez une vision long terme, donc long terme qu'on soit bien d'accord, hein, c'est minimum 7 ans, 10 ans, et moins vous avez besoin de ces actifs décorrélés, parce qu'en fait ce qui va baisser votre risque, c'est tout simplement la résilience des marchés boursiers. C'est le fait que vous avez la patience et vous avez le temps de pouvoir attendre que le marché remonte en cas de crise. Et ça, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une performance meilleure à long terme plutôt que de bourrer votre portefeuille d'or ou bien de bons du trésor à très court terme qui vont quasiment rien rapporter. Voilà pour aujourd'hui. Donc comme d'habitude, je vous remercie énormément pour votre fidélité. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de mettre un petit like ou de la partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.